La couche qui nous intéresse en l'occurrence, c'est la couche parcelle, sur laquelle on a ainsi des fonctionnalités, une fonctionnalité de requête, que vous voyez en bas, et une fonctionnalité de fiche attributaire. Donc là, si je prends l'outil de sélection, je vais aller sur une parcelle, je vais peut-être aller autre part. Voilà, je vais aller ici. Et là, c'est l'extension cadastre qui prend le relais, c'est-à-dire qu'il va me proposer tout un tas d'informations sur cette parcelle-là. Donc là, je sais que je suis sur la parcelle AL 194, qui est à 33 avenue François Arago. Et là, on est dans un cas où l'agent, là on a un compte Anonymous qui est accessible à tous les agents. Ils n'ont pas d'accès privilégié sur les informations propriétaires, les informations sur les subdivisions, sur le bâtiment s'il existe, et les informations sur l'urbanisme. Par contre, il y a des informations telles que la CNIL l'autorise à avoir, c'est-à-dire informations basiques et codifiées. Il a quand même la possibilité d'imprimer ici un plan qui va reprendre ces informations. Donc là, vous voyez que l'outil travaille tout seul. On a un gabarit qui se met en place avec une localisation de la parcelle, les informations qui sont reprises en haut à travers un tableau, et l'information ici qui est codifiée. Automatiquement, l'échelle s'est mise en place, la date d'impression, voilà, ça c'est un gabarit qu'on a mis en place. Mais il y a aussi la possibilité d'exporter en Excel toute cette information-là. Donc là, il sort l'information du SIG, il va travailler directement sur son bureau. Il n'a pas à retaper les éléments de saisie. Donc là, il ne peut pas se tromper, il peut gagner du temps. Et voilà le type de fichier Excel qui est proposé avec des informations sur la parcelle, des informations sur le propriétaire, vous voyez, codifié. On n'a pas du tout le nom du propriétaire, son adresse, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. Et puis les informations sur les subdivisions, bâti, propriétaire bâti, urbanisme, sont vides. En termes de requête, ce qui est proposé, pardon, on a un petit souci juste de résolution, je pense. Je vais vous montrer en fait dans le cas où un agent va se connecter. Donc un agent qui se connecte va cliquer ici et la première étape qu'il va faire, c'est se connecter. Un agent qui a les droits, bien sûr. Donc là, je vais me connecter sous mon nom. Donc là-dessus, vous voyez par exemple que j'ai droit à plus d'applications cartographiques. Je vais aller sur la même application qui va se lancer de la même manière, qui va charger les mêmes données, sauf que j'aurai des droits supplémentaires. Déjà, dans un premier temps, je ne suis pas compte Anonymous, je suis sous le compte Carvalet. Et cet agent Carvalet, en fait, a des droits supplémentaires sur l'information cadastrale. Donc, je vais pouvoir aller sur un secteur. Voilà, je vais sélectionner ma parcelle. Personne n'habite Perle-Stort sur cette parcelle-là? Non. Donc vous voyez que là de suite, j'ai des informations qui sont ouvertes, à savoir le propriétaire. Voilà, je vais passer rapidement. On voit qu'il y a deux propriétaires là-dessus. On a les informations personnelles là-dessus. Et j'ai des informations aussi sur les subdivisions. Là, on a pris un cas où les données cadastrales de la GFIP ne donnent pas l'information sur le bâtiment. Je vais peut-être en prendre une autre. Voilà. Là, j'ai des informations sur le bâtiment où je vais avoir voilà, l'information complète sur le bâtiment, sur l'habitation, le nombre de pièces, etc., le nombre de salles, la date de construction, le nombre de chambres, etc. Tout ce que les données fiscales magiques 3 met à disposition. S'il y avait des locaux commerciaux, des dépendances, elles seraient associées. Dans un immeuble, en fait, je vais avoir plusieurs invariants qui correspondent à un appartement, à un local. J'aurais pu avoir une dizaine
d'information. Le droit supplémentaire que cet agent-là a, c'est qu'il peut imprimer un relevé de propriété qui se fait automatiquement, qui va lister les propriétés bâties et non bâties de cette personne-là, de ce propriétaire-là, sur cette commune-là. Donc très facile de rechercher les propriétés de l'agglomération sur cette commune-là. Il va pouvoir aussi exporter un rapport détaillé de la parcelle. Donc s'il fait l'impression sur un plan, comme on l'a vu tout à l'heure, il y aura les informations propriétaires à côté de la carte, sur le côté gauche. Mais là, en plus, il a un rapport PDF qui se crée. Voilà, donc là, c'est le serveur qui travaille. Et on a vraiment ici, voilà, un détail complet sur la parcelle et sur le bâti et sur l'invariant. On est sur un invariant, c'est une maison qui date de 1964 avec un niveau. Voilà les propriétaires, jusqu'à l'information sur les équipements à l'intérieur. Tout ça par rapport aux données fiscales Magic 3. Dernier élément, je peux très bien exporter un fichier Excel à partir de là. Et là, la seule différence, c'est que je vais avoir les informations complètes. Voilà, il m'a reconnu comme un ayant droit. J'ai les informations avec les colonnes remplies en totalité. Voilà, d'autres fonctionnalités que j'aurais pu vous montrer, dont on n'a pas le temps là. Je vais laisser la main à mes collègues pour vous montrer comment on utilise l'information référentielle autour de l'économie en premier. Merci. Merci Frédéric. Alors, donc le référentiel économique comporte en fait deux sous-référentiels, un sur l'emprise économique, et en particulier l'emprise économique d'intérêt communautaire qui comprend tous les sites économiques existants, donc ou les parcs d'activités existants, et tous ceux qui sont au projet d'intérêt communautaire. Et on a aussi une autre partie dans ce référentiel qui est le suivi de la commercialisation, donc tout ce qui est commercialisation foncière et immobilière. Donc sur l'emprise économique, je travaille avec des contributeurs au sein de la direction du développement de l'économie et de l'emploi, puisque ces informations-là sur les projets de zones d'activité ou la gestion des zones d'activité existantes, c'est la direction du développement des parcs d'activité économique qui suit l'ensemble de ces dossiers, avec trois chefs de projet, Carole Clast sur le secteur ouest, Florence Danier sur le secteur nord, Thomas Ricard sur le secteur Perpignan et littoral, et le tout sous la direction de Fanny Fontaine. Et donc cette base, ce référentiel sur les parcs d'activité économique a une périodicité de mise à jour trimestrielle. Ensuite, pour finir de cadrer ce référentiel, on a la partie commercialisation foncière et immobilière, où là on a une autre direction qui est celle de la gestion des investissements et de la commercialisation et des partenariats économiques, où Séverine Fournier est contributrice, et c'est elle qui me fournit l'information, c'est elle qui est la spécialiste sur la commercialisation des parcelles des parcelles, et Nadège Parer sur tout ce qui est patrimoine immobilier, vu qu'on a de l'immobilier d'entreprise et on fait de la location, sous la direction de François Livio. Et là, on a une mise à jour qui est mensuelle. Pourquoi mensuelle ? Parce qu'on a un site internet qui s'appelle Bourse du foncier et de l'immobilier, et la couche SIG de cette commercialisation est envoyée sur le site internet pour informer les entreprises des parcelles restant à commercialiser sur nos zones d'activité, ainsi que l'immobilier d'entreprise à la location. Alors, je vais justement vous faire une présentation sous Arcopole du référentiel économie, et je vais me placer en tant qu'utilisateur au sein de la direction du développement de l'économie et de l'emploi. Donc je me connecte. Là, on a donc des services de carte spécifiques aux agents de la direction de l'économie et de l'emploi, et je vais ouvrir donc un service de carte
spécifique à la thématique développement économique, où là, vous allez pouvoir visualiser la couche SIG de l'emprise économique, qui est basée sur les données urbanisme, tout ce qui est post-plus, lié au règlement d'urbanisme, les données des DTM, les données, et les plans de masse des ZAC ou des lotissements qui sont développés, gérés par Perpignan Méditerranée, grâce aux contributeurs, et ainsi que la problématique des PPRI, puisqu'on a pris en compte le risque inondation dans ce référentiel économie. L'ensemble de ces éléments constituant la base de données sont calés sur le cadastre, ce qui nous permet d'avoir une haute précision. Donc là, vous pouvez visualiser, alors on va zoomer avec cet outil de localisation sur un parc d'activités existant qui est, on va prendre un exemple sur TechnoSud. Voilà. Donc là, vous avez, ça ressort plutôt pas mal. Donc vous visualisez les sites, donc les parcs d'activités économiques existants. Voilà. Je vais retirer pour l'instant la partie commercialisation. Donc sur la gestion, vous avez en fait la possibilité de... Alors, ce qui a été mis en avant, c'est les sites économiques existants, et on a assuré en fait le reste de l'emprise qui n'est pas d'intérêt communautaire. Mais pour information, il est intéressant de savoir ce qui est éco ou pas éco par rapport au règlement d'urbanisme. Ensuite, avec l'outil sélection, en sélectionnant les sites communautaires existants, je peux questionner la base de données et donc renseigner, informer et donner tout un tas d'informations. Donc, ce sont les attributs de la base de données parc d'activité, où vous pouvez donc avoir tout un tas d'informations sur cet objet. Voilà. Alors après, ce qui a été développé, c'est une possibilité de visualiser les projets. Donc là, vous voyez en violet les projets économiques d'intérêt communautaire. Donc ici, on est sur TechnoSud, et là, on a AgroSud, dans le sud-est de la commune de Perpignan. Et là, vous avez deux projets, un qui s'appelle TechnoSud 2, et un autre en face qui est l'extension c'est la tranche 2 d'AgroSud. Donc de la même manière, en faisant une sélection, on peut avoir tout un tas d'informations sur les projets. Ensuite, sur cet applicatif métier, il était intéressant de montrer en fait la vocation économique. Aujourd'hui, nos parcs d'activités ont plusieurs types de vocations économiques. Donc, on a les généralistes, les types filières, que ce soit filière agriviti, filière nouvelles technologies, filière nautisme, logistique. Les parcs d'activité de proximité, où c'est plutôt des zones d'activité artisanale, et les zones commerciales. Donc là, vous pouvez visualiser et évidemment sortir avec l'outil impression, ici, une carte. Voilà. L'utilisateur peut donc extraire une carte thématique et donc exporter au format PDF ou JPEG et l'intégrer dans son document. Donc il devient complètement autonome avec ces données référentielles qui ont été validées par la direction du développement de l'économie et de l'emploi. Cette couche éco est aussi accessible à tous les agents de l'agglo, mais pas forcément avec le même niveau d'information. Alors je vais montrer un autre exemple de thématique et d'utilisation de cette base de données, de ce référentiel éco. Donc ici, vous avez la possibilité de matérialiser l'état d'aménagement opérationnel. Donc en violet, vous avez les parcs d'activité existants.
en assurage violet, ici, les projets actés, et en assurage de ce type-là, les potentialités économiques. Donc l'ensemble de ces thématiques, là on est sur un état d'aménagement ou sur des emprises d'intérêt communautaire, où Perpignan Méditerranée a déjà une action ou peut avoir une action. Donc là vous avez cet exemple-là. Et comme autre exemple d'analyse thématique sur donc la thématique économie, je vais revenir ici, une représentation de l'évolution de l'emprise éco, donc par rapport à la création de chaque zone d'activité. Et comme ça, on peut mesurer, on va dire, le développement économique sur notre territoire. Enfin, une autre thématique développée sur cette application métier, c'est l'état de la commercialisation. Voilà. Où vous avez les parcs d'activité terminés au niveau commercialisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus de parcelles à commercialiser sur la zone, des parcs d'activité où on a encore des parcelles à commercialiser, et enfin des emprises économiques qui sont en projet. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser avec donc l'autre base de données, qui est la base de données commercialisation, où là, vous pouvez visualiser aujourd'hui les parcelles à commercialiser, les parcelles qui sont en cours de commercialisation, donc par Perpignan Méditerranée. Donc pour résumer, on a donc un outil qui permet aux agents de l'agglo d'accéder aux données portant sur les parcs d'activité existants ou en projet, sur l'état de la commercialisation, de visualiser les emprises économiques et de pouvoir questionner la base de données en obtenant donc ces fiches descriptives pour chaque objet, pour chaque parcelle, et enfin croiser les données avec d'autres compétences de l'agglo, puisqu'on a ici d'autres informations qui peuvent être intégrées. Et enfin, l'outil permet d'imprimer et de réaliser donc des cartes et d'avoir une certaine autonomie, ce qui permet aux référents SIG d'avoir moins de commandes de cartes en direct, puisque pas mal de cartes peuvent être directement réalisées via cet outil. Je vous remercie. Je remets juste sur quelque chose qu'on avait oublié sur le cadastre, mais qui est disponible sur chaque application, même métier. C'est une couche qu'on appelle cadastre foncier public, qui est en fait une simplification des données foncières. Donc on a juste isolé les parcelles appartenant à l'État, à la région, au Conseil général, etc. Tout ce qui permet d'avoir le nom du propriétaire derrière. Et donc ça, on a matérialisé par une couche qui est... je vais juste décocher gestion, voilà. On a ici matérialisé toutes les propriétés foncières publiques, avec des infobulles, on ne vous les montrera pas, mais qui permettent de voir à qui appartiennent les parcelles. Et là, cette donnée-là, elle est vraiment communautaire, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'une commune sur l'autre. Voilà. Et on voit tout ce qui est en rouge appartient aux communes, tout ce qui est en jaune appartient à l'agglomération, etc. Donc vous voyez qu'on peut basculer vraiment d'une commune sur l'autre, et cette base de données est issue des données cadastrales des GFIP qu'on met à jour chaque année. Ça, c'est très important pour les opérateurs sur le terrain. Donc quand on vous parle d'autonomie, ils ont leurs données métiers, mais ils ont aussi une donnée cadastrale qui est déjà étudiée et mise à disposition, prête à l'emploi. Maintenant, on va vous parler des transports urbains. Donc moi, je vais m'attacher plus à vous présenter en fait le référentiel transport urbain, qui est un référentiel commun. Alors j'insiste bien sur le côté référentiel commun, hein, puisque aujourd'hui c'est un peu sur le thème, c'est sur le partage de la donnée. Et donc, dès le départ, à Perpignan Méditerranée, on s'est posé la question, quand il y a fallu réaliser
les bases de données SIG pour les transports urbains, à qui ça allait servir et bien essayer de répondre aux différents besoins exprimés. Donc nous avons un délégataire qui lui a des besoins spécifiques pour faire tourner les bus. Donc il fallait que ce référentiel ne lui demande pas, je dirais, un travail supplémentaire et que la donnée soit organisée de façon à répondre au maximum de ses besoins et des applications à venir. Et puis nous, en interne, on avait besoin aussi de bien définir les attributs de cette donnée pour pouvoir la croiser dans un système interopérable qui nous permet ensuite de pouvoir travailler sur l'aménagement urbain et pouvoir requêter par rapport aux autres couches type cadastre, tout ce qui concerne donc l'urbanisme, aussi les voiries d'intérêt communautaire à venir, ainsi que les pistes cyclables, etc. Donc il y a eu vraiment cette volonté de pensée globale dès le départ. Donc on a travaillé ensemble avec le délégataire, donc c'est Christophe Cabi, le technicien méthode, qui m'a accompagné à définir les bases du référentiel. Et puis dans notre système interne à l'agglomération, j'ai travaillé aussi avec un correspondant que j'ai identifié à la direction des mobilités, qui est Didier Caballero. Et donc on s'est attelé à la tâche. Donc en fait, il y a eu la première phase, qui est la phase de construction, qui a commencé en novembre 2010. On n'avait pas grand-chose, il y avait quelques lignes qui avaient été précédemment saisies. Et puis on avait un nuage de points GPS qui avait été effectué par la CTPM. Mais bon, rapidement, on a été confronté à différents problèmes. Le point d'arrêt, est-ce qu'on compte le point aller, le point retour, à quel endroit on le met, est-ce qu'on le met sur la chaussée, est-ce qu'on le met sur le trottoir, est-ce qu'il y a un zébra, etc. Donc il a fallu normaliser en fait la saisie, et donc on n'y a pas coupé. On a passé l'équivalent de un mois, je dirais, avec Didier Caballero à faire une vérification de tous les points d'arrêt et de les recaler selon les normes qu'on s'était fixées, quoi. Et donc ensuite on a pu saisir les lignes. Donc les lignes, elles ont été saisies par rapport à la BD topo pour qu'on puisse être bien interopérable. Par contre, on n'a pas renseigné les tronçons de la BD topo tel qu'on voulait le faire au départ, mais au contraire, on a fait un calque par-dessus. Donc c'est bien calé dessus, mais c'est bien une donnée différente. Cela pourquoi ? Parce que en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir accès à une application développée par Google pour calculer nos itinéraires, et que Google, eux, avaient besoin d'avoir la donnée itinéraire par itinéraire. Donc ce n'était pas compatible avec le premier système qu'on avait envisagé. Et donc ça, vous voyez, je l'ai su en discutant au plus près dans le groupe de travail avec Christophe, parce que c'est le genre de choses, on aurait pu s'engager dans le travail, tout faire, et s'apercevoir derrière qu'il fallait tout recommencer, parce que ce n'était pas compatible avec l'application Google itinéraire. Voilà, donc à partir de octobre 2011, on a fini le référentiel TU, et puis est arrivé donc, le serveur géospatial, dont vous a parlé Frédéric Carvalet ce matin. Donc c'est le GeoArchipel. Donc là, on a fait migrer toutes nos données sur le serveur, et on a pu créer, j'ai pu créer des applications métiers à l'aide qui utilisent cette donnée référentielle. Donc les points et les lignes, et on a les parcs relais aussi. Donc cette migration a pris un petit peu de temps, et elle a permis aussi de bien enquêter auprès des différents utilisateurs,
pour leur adapter des applications à leurs besoins. Donc, en fait, la donnée référentielle apparaît dans l'application compétences pour l'ensemble des utilisateurs sur PMCA, où c'est une donnée, je dirais, simplifiée. Et puis, on a une deuxième application réservée avec le système de login pour le service des mobilités qui va s'en servir pour gérer ces requêtes sur le réseau, pouvoir localiser et faire les ordres de service quand ils vont faire des nouveaux arrêts, etc. etc. Donc c'est toujours, je dirais, en construction, hein, puisqu'on en est maintenant à la 3e phase. Si tu peux envoyer la suite. Voilà. Donc la 3e phase, c'est l'enrichissement des attributs. Hein. Donc c'est toujours plus, parce qu'au départ, on a commencé par renseigner les points d'arrêt, basiquement, avec le nom et les lignes qui servaient. Aujourd'hui, on a entamé un travail de renseignement d'attributs beaucoup plus précis pour répondre aux exigences qu'on a en termes d'accessibilité. Le délégataire, lui, a rempli des champs qui concernent tout ce qui est l'équipement du mobilier, c'est-à-dire que c'est un abribus en béton, si c'est un poteau d'Ali, qui en a la charge d'entretien, qui en est le propriétaire, etc. etc. Le système est prêt pour accueillir les données concernant les bornes d'information voyageurs. Et je dirais que quelque part, c'est sans fin. Mais en fait, le référentiel tel qu'il a été conçu au départ nous permet de pouvoir rajouter des champs et les applications via l'outil Arcopol nous permet aussi de construire l'application et de la faire évoluer en fonction des nouveaux besoins et de l'enrichissement des bases de données. Voilà, donc j'ai choisi, parce que comme on n'a pas trop de temps, de ne pas être redondant avec mes collègues et de ne pas vous montrer l'application métier qu'on utilise au service des mobilités sur les bus, mais par contre de passer la parole à mon collègue de la CFT, Christophe Cabi, qui va vous montrer que l'application est aussi consommée dans Google Transit. Avant, j'avais oublié, je vois la diapo là s'afficher, on a aussi utilisé donc l'IDG et on a pu construire notre première fiche de métadonnées, donc qui est Inspiro-compatible, comme on dit, donc qui est sur le site. On peut cliquer, je crois, dessus. Je crois que je l'ai relié là sur le PowerPoint. Sur la... Voilà, on va montrer comment ça marche. Donc si on va dans le catalogue de données et qu'on met en mot-clé bus ou bus-tram, je crois qu'on l'a mis peut-être, bus-tram, je ne sais plus, peut-être pas prendre de risque. Voilà, donc il faut faire Enter quelque part. Voilà, donc là on peut consulter la fiche de métadonnées, c'était donc la copie écran de cette fiche. Donc aujourd'hui il y a juste la fiche métadonnées, mais une fois qu'on aura fait valider par la hiérarchie le partage, et on pourra dire qu'on va commencer notre open data via la plateforme de Sigeller. Voilà, donc je passe la parole à Christophe qui va vous montrer, donc si on peut revenir sur le PowerPoint, il y a un lien aussi sur la dernière diapo, comment ça fonctionne pour... non, c'est après, friend. Voilà, pour Google Transit. Donc Perpignan fait partie des 500 villes qui sont dotées de Google Transit. 500 villes au monde. Bonjour à tous. Donc Christophe Cabi, je fais partie de la CFTPM, qui est le délégataire exploitant le réseau de transport urbain de PMCA. Et comme l'a dit Frédéric, je vais vous présenter rapidement Google Transit. Ouais, s'il te plaît, merci. Alors, qu'est-ce que Google Transit ? C'est une extension de Google Maps qui permet aux utilisateurs de faire une recherche d'itinéraire en s'appuyant sur les réseaux de transport public. Donc, on a deux moyens d'accéder à Google Transit. Le premier, le plus simple peut-être, c'est celui
via le site Google Maps directement. Sinon, on peut accéder à Google Transit via le site de la CTPM. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Plus gros, je ne vois rien là-bas. C'est l'âge. Donc, on se rend sur la page d'accueil du site de la... Ah bon, bon. Vous me sabotez ma présentation. Ok, merci. Alors, on se rend sur le site, sur la page d'accueil du site de la CTPM. Et ici, vous voyez en vert, on a le module de calcul d'itinéraire, dans lequel on peut spécifier la date, l'heure, l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Donc, on va faire simple. On va partir, par exemple, de la gare TGV de Perpignan. Voilà. Et bon, le temps ne s'y prête pas, mais on va décider d'aller à Canet-en-Roussillon. Donc on clique sur le bouton itinéraire. Et automatiquement, on a une page internet qui s'ouvre, donc qui vous présente Google Transit. Et vous voyez qu'on peut voir, ici représenté en bleu, le tracé utilisant le réseau de transport urbain. Donc avec différents renseignements. Donc ici, on a un rappel du point de départ et du point d'arrivée. Et là, on a, à l'image des différents itinéraires proposés par Google Maps en utilisant une voiture, on a différents itinéraires proposés par Google Transit utilisant le réseau de la CTPM. Donc on nous propose ici par exemple d'utiliser la ligne 6 avec un départ à 16h30. Donc vous voyez ici, donc c'est juste de l'autre côté de la rue. Et on a des petits problèmes d'affichage par contre. Et vous voyez ici, on a le point d'arrivée situé à Canet-en-Roussillon pour une durée totale de transport de 46 minutes. Alors, si l'on souhaite, on peut modifier cet itinéraire dynamiquement en sélectionnant par exemple le point de destination. Voilà, si on souhaite aller directement à la plage, vous voyez, l'itinéraire est dynamiquement modifié. Et on affiche ici donc les nouvelles propositions d'itinéraire, donc toujours la ligne 6. Ce coup-ci, l'itinéraire prend 1h02. Et vous voyez également que c'est un moteur de recherche multimodal, puisque non seulement on nous propose la ligne de transport à utiliser, mais en plus, on nous précise également que pour se rendre exactement à la destination voulue, il est nécessaire de marcher un petit peu, donc pas très longtemps. On nous dit 5 minutes, 350 mètres, ce qui est raisonnable. Donc ici, on va dézoomer. Ce service gère également les correspondances. Donc, dans cet exemple-là, on n'utilise que la ligne 6, mais si par exemple, je ne sais pas, je pars de Saint-Estève, vous voyez, donc Google Transit me propose donc plusieurs itinéraires possibles. Le premier, c'est je vais emprunter la ligne 10, puis faire une correspondance pour prendre la ligne 6. Une autre proposition d'itinéraire consiste à emprunter la ligne 17, puis toujours faire correspondance avec la ligne 6. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut changer à tout moment l'horaire. Imaginons que la réunion tarde et qu'on va démarrer à 18h. On peut changer vraiment en direct l'horaire et on aura vraiment le temps en question. Exactement, donc fini le plan papier avec le guide bus, en essayant de trouver les bonnes correspondances. On a ce service qui est directement proposé
sur tablette, sur PC, via Google Transit. Vous voyez, donc c'est ce petit icône ici. Vous voyez. Ensuite, autre fonctionnalité, donc si on zoome, voilà. C'est un petit peu long. Vous voyez, on voit apparaître les arrêts de bus, ici, qui sont symbolisés en bleu. Et si on clique dessus, vous voyez, on accède aux informations concernant cet arrêt de bus. Donc on voit que c'est l'arrêt Château d'Eau. Il est desservi par la ligne 10. Et on voit à côté les prochains horaires de passage de la ligne concernée sur cet arrêt, avec un lien qui renvoie sur le site de la CTPM. Oui, c'est exactement la même donnée que celle qui est utilisée dans le référentiel commun avec PMCA. Vous voyez ici, j'ai cliqué sur l'infobulle de l'arrêt sélectionné et j'accède à plus d'informations, donc tous les horaires de passage. Voilà, bon, passé 20h, il faudra attendre le lendemain. Donc trouver quelqu'un qui vous héberge. Enfin, vous voyez. Donc techniquement, comment ça fonctionne? Nous, on récupère les données géolocalisées du réseau, donc en termes d'arrêt et en termes de ligne. Ensuite, on récupère nos données métiers, c'est-à-dire la description des différentes lignes, tous les horaires de passage à chacun de nos arrêts pour toutes les lignes, les différents calendriers de fonctionnement de chacune de nos lignes, et toutes ces données, on les fusionne et on les envoie à Google, qui en moyenne met 15 jours pour les mettre en ligne. C'est notamment la raison pour laquelle on n'a pas une information plus dynamique qui pourrait, par exemple, nous informer que telle ligne est déviée entre telle date et telle date sur le réseau. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je rajouterai 2 informations supplémentaires, pas par rapport au transport urbain. On a vu ce matin qu'on pouvait avoir les vues inclinées à 45 degrés, comme l'avait dit Serge Hervieux. Là, si on passe en satellite, on a exactement la même chose. Je ne sais pas si on peut faire le test. Je vais zoomer. Il faut que tu changes de support. Non, mais à partir d'un certain niveau de zoom, non. Bon. Donc ça, c'est la première information. Je pense que ça va apparaître. Ok. C'est pas très grave. La deuxième information, c'est une nouveauté, en fait, on l'a appris cette semaine, en fait. Depuis mardi, Google a mis en place le 4e icône sur la gauche. Vous avez vu, il y a une voiture, une auto, un piéton et un cycliste. Si vous amusez à faire l'itinéraire avec le cycliste, vous verrez en fait apparaître sur un fond Google les pistes cyclables ou les itinéraires cyclables qui peuvent exister autour de Perpignan. Donc, c'est important, ça peut être, vous pouvez avoir tout un tas d'informations, vous pouvez les voir sur votre commune, autour de l'agglomération, si c'est quelque chose qui est en place. Tu veux dire que c'est vous qui avez fourni les données sur le... Du tout, c'est pas nous. Nous, on travaille justement plutôt avec une association qui s'appelle Vélo en tête, qui nous demande de travailler sur OpenStreetMap, justement. Donc, on travaille en espace collaboratif avec eux. Mais on a vu que Google avait développé sa propre information sur les pistes cyclables. Alors, moi, je pense qu'on ne devrait pas parler de pistes cyclables, en fait, parce que ce qu'on a pu regarder sur Google, c'est des itinéraires cyclables, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, justement, on va voir un petit peu si ça emprunte les pistes cyclables ou pas. Quel est le format des données que vous envoyez à Google? Le format des données, ouais, pour info. En fait, donc à partir de notre logiciel métier qui s'appelle Astuce, on utilise un export particulier. Et en fait, on fournit une dizaine de fichiers différents qui contiennent toutes les données nécessaires. Donc il n'y a pas un format spécifique. L'application, l'export, c'est Google en fait qui vous la fournit? Non, Google ne nous fournit rien du tout. On fournit tout à Google.
on fait tout le travail et ils le mettent en ligne. Donc dans le cadre d'un contrat de partenariat établi entre la CFTPM et Google. Oui, est-ce qu'il y a un coût pour le service Google Transit? Non. Non, Non, c'est c'est un gratuit. partenariat D'accord. gratuit. C'est un échange mutuel de services. Eux récupèrent nos données et les mettent à la disposition du public. Et de notre côté, on récupère des clients, on met en place un service moderne destiné à nos utilisateurs. Excusez-moi, je sais que vous avez des récepteurs GPS sur les bus. Oui. D'ailleurs, dans le bus, on voit l'itinéraire parcourir. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de réactivité. Vous pourriez peut-être y caler des informations d'horaire plus détaillées. Parce qu'avec normalement, avec un récepteur GPS, on peut calculer avec un SIG le temps d'arrivée du prochain. Ça pourrait être affiché sur 15 jours, là, vous avez répondu à la question. Nous, on a un logiciel métier qui nous permet effectivement de suivre en temps réel l'évolution de chaque bus évoluant sur notre réseau. Donc pour des questions de régulation, donc on peut voir les bus qui sont en avance, on peut voir les bus qui sont en retard. Maintenant, il y a un problème de mise à disposition de ces données pour le grand public. Là, Google met quand même 15 jours pour intégrer toutes nos mises à jour. Donc, une solution temps réel, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Plusieurs questions. Peut-être si c'est trop, vous pouvez me couper et on parlera à la table ronde. Est-ce que les bénéfices d'avoir Google Maps, ça vous permet d'avoir aussi, de certaines manières, une amélioration de l'intermodalité? Parce que, par exemple, dans le département, vous avez les bus à 1 euro et vous avez aussi les SNCF. Ouais. Donc, est-ce que si je marque Prades-Narbonne, Ouais. est-ce que ça peut se faire? Pour l'instant, ce n'est pas mis en place encore. C'est l'objectif de Google Transit. C'est d'avoir un moteur de recherche d'itinéraire intermodal. Avion, train, réseau de transport public. Pour l'instant, non, ce n'est pas mis en place. Et est-ce que si Google il tarde 15 jours à mettre en ligne les données, vous savez, quand vous allez démarrer les travaux, vous ne pouvez pas envoyer les données 15 jours avant? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément informé des travaux 15 jours à l'avance. Et je peux vous dire, c'est jamais le cas. Et par rapport à la puissance de l'SIG, est-ce que pour déterminer des nouvelles lignes, des nouveaux points d'arrêt, est-ce que ça vous donne plus d'informations naturellement? Alors ça, il faudrait voir avec le service transport de PMCA, qui pourrait effectivement analyser ces données. On est en train de faire des tests justement avec une nouvelle application qu'on a appelée Projet Urbain pour l'aménagement par exemple de nouveaux quartiers, tels que vous avez vu ce matin la vidéo sur Perrestort. Donc il y avait un travail qui avait été réalisé à partir de cartes papier pour définir les nouveaux arrêts pour desservir ce quartier. Et on a transposé ce travail, mais c'est juste à l'état d'étude pour le moment, quoi, pour voir si l'outil SIG, par les applications web, permettrait avec un buffer autour, donc c'est une zone de desserte, on prend 300 mètres autour des arrêts de bus, et voir si on va pouvoir desservir facilement le quartier et nous aider à localiser le nouvel arrêt de bus. On va faire les tests, on va voir. Donc c'est pas très long à mettre en place au niveau SIG. Après, ce qui est plus long, c'est toujours, je dirais entre guillemets, la même chose, c'est que les utilisateurs et les techniciens qui étaient habitués à travailler avec des plans papier, est-ce qu'ils vont se saisir facilement de ce nouvel outil? Est-ce qu'ils vont gagner du temps? Parce que s'ils ne gagnent pas de temps et que ça leur paraît trop compliqué, le projet n'est pas bon. Donc on le teste et on voit si ça fonctionne. C'est gagné, mais on ne le fait pas pour s'amuser, pour faire du SIG. Il faut que ça réponde réellement à un besoin et à un gain de temps de la part de ces agents.
De la même manière que la DDTM, il avait inclus plus de données par rapport à le géoréférencement, quand vous faites des points d'arrêt, vous pourrez aussi calculer par rapport aux lignes, donc des correspondances, mais aussi des occupations de bus. Et vu qu'il a la nouveauté de Bustram et qu'il en a des GPS, peut-être ça pourrait être fait. Et parce que parfois, en tant qu'utilisateur, maintenant j'ai l'occasion de pouvoir vous poser la question, mais on ne comprend pas trop dans la zone sud de Perpignan qu'il en a toujours de bouchons, des décisions comme que l'université de Perpignan, elle n'a pas un relais direct avec son campus site Percier, qu'avant vous en avez un bus qui allait à Auchan, donc une zone commerciale qui fermait à 10h, ça a été éliminé, qu'il en avait un bus jeudi et vendredi au soir spécifique pour les étudiants. Il a été éliminé. Pinto, je te coupe parce que c'est un peu hors sujet, puis on est très en retard. Donc non, mais tu pourras discuter tout par à l'heure. rapport à... Oui, donc c'était ça. Si c'était trop haut, on coupe. Mais bon, si vous pouvez me répondre après, j'aimerais bien. Serge, je peux donner un élément de réponse rapidement. Hein. Moi, je comprends la question. C'est qu'en fait, le SIG, c'est un outil d'aide à la décision, mais ce n'est pas la décision. Débrouille-toi avec ça. Je suis contributeur OpenStreetMap et j'ai une question. Vous avez dit que les données sur les lignes et les arrêts de bus sont en open data. Qu'est-ce que vous appelez open data? Est-ce que c'est domaine public? Est-ce que c'est sous une licence de quel genre? Non, alors je me suis mal fait comprendre. J'ai dit qu'il y avait la possibilité d'ouvrir ces données en téléchargement libre via l'IDG de CIGLR. Par contre, là, c'est une décision qui ne m'appartient pas. Aujourd'hui, la loi oblige, donc c'est dans la directive Inspire européenne, de publier la fiche de métadonnées quand la donnée existe. C'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, ce seront les élus de la communauté d'agglo qui décideront s'ils ouvrent ce patrimoine de données au téléchargement. Aujourd'hui, il est toujours possible, dès maintenant, d'adresser une demande pour obtenir les données auprès de l'agglo. Donc il y aura une convention de mise à disposition qui peut être réalisée. Donc je vous invite à vous rapprocher du service mobilité ou de la cellule SIG pour faire cette demande et on la traitera. Je vous propose qu'on passe à la suite. Je voulais dire un truc. Oui. Justement, je viens de participer à un colloque là où donc une expérience dans les pays du nord de l'Europe où ils sont un peu plus en avance par rapport à nous, c'est-à-dire donc les villes, les différents systèmes d'information des villes, et en particulier sur les référentiels de transport, se mettent en place en coordination ensemble, ce qui permet par exemple à quelqu'un qui habite, alors je prends dans un village à 300 km de Stockholm, de se connecter au travers de son smartphone ou de son ordinateur. Je veux me rendre dans la banlieue de Stockholm, par exemple. Donc, il voit apparaître les différents réseaux. Alors, il va faire 100 km avec le bus à 1 euro du coin. Il va faire 50 km avec un train régional. Et il va faire les derniers 100 km avec un bus interrégional. Puis, il va prendre le bus en ville pour rejoindre, je ne sais pas, l'université, par exemple, comme dirait M. Pinto. Il va, comment on appelle ça, il va dire OK, et puis on va lui dire ça te coûte 83 €. Et donc il clique, carte bleue, il paye 83 €, il imprime son ticket sur lequel il y a l'ensemble du suivi. Donc dans les pays du nord de l'Europe, mais pas seulement du nord de l'Europe, puisque ça commence en Belgique et même en Angleterre, on en est déjà à ce stade d'intégration. Donc c'était pour répondre un peu à ce que disait l'étudiant. Alors, ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça tourne autour du concept de Smart City.
Et c'est quelque chose qui existe déjà en France hein, et qui est développé par plusieurs grandes villes essentiellement. Donc c'est quelque chose qui va être amené à exister rapidement. Hein. Ici, j'en sais rien, mais ce genre de projet avec des capteurs intelligents sur le territoire jusqu'à payer en ligne à travers le smartphone, c'est quelque chose qui va arriver rapidement dans les 10 ans à venir. Bon, j'invite la commune du Soleil à venir. Donc là, on va parler d'un retour d'expérience d'une commune confrontée à la mise en place de son SIG. Et ensuite, on va réfléchir ensemble à ce qu'on va pouvoir faire dans le réseau des acteurs SIG du département. Bonjour à tous, donc on va d'abord se présenter. Donc moi je vais d'abord changer d'étiquette parce que j'ai une étiquette avec une inscription DDTM. Je travaille donc à la... C'est impoli, je commence par me présenter, mais il vaut mieux que je commence par présenter Gilles Chiroleux qui travaille à la mairie, donc au service informatique. Et donc pour ma part, moi je change effectivement d'étiquette, je travaille à la DDTM au service forestier. Je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui touche à la prévention des feux de forêt. Et au travers de cette cette mission, je travaille régulièrement et depuis très longtemps sur des applications de type SIG. Ça fait 15 ans ou un peu plus déjà que j'ai travaillé sur j'exploite en tout cas les capacités de cet outil dans le cadre de mon travail. Et je travaille de façon très étroite avec les services d'incendie sur tout ce qui est cartographie, feux de forêt et... cartographie des pistes, des équipements DFCI, mais aussi d'outils de la décision avec des simulateurs de vent ou simulateurs d'incendie. On a différents outils développés sur SIG. Donc on va essayer de passer au diaporama. Juste donc 2-3 mots. Donc on va faire juste une présentation dans un premier temps de ce qui a été mis un peu en place au niveau de la commune du Soleil. Et on abordera en fin, et je reprendrai sur la fin pour aborder peut-être les problèmes que ça a pu nous poser pour développer cet outil sur une commune de taille relativement moyenne, relativement petite. Donc pour vous présenter un peu la commune, pour ceux qui ne connaissent pas le Soleil, on est une commune membre de PMCA, avec environ 6800 habitants sur les chiffres INSEE 2009, sur une surface de 10 km². Alors la particularité de la commune, je ne sais pas si ça se voit sur l'image, c'est que la partie urbaine est vraiment étendue sur toute la longueur au nord de la voie ferrée qui partage en deux le territoire. Donc voilà, une zone urbaine qui est coincée entre la tête et la voie ferrée. Donc ça implique pas mal de contraintes au niveau des gestions des services publics. Voilà. Alors, comment on s'est organisé au niveau de la mise en place de ce service de SIG? Au niveau du personnel, donc un technicien, moi, à temps partiel. À temps partiel, c'est-à-dire que je suis à la fois sur la maintenance, l'achat de matériel informatique, et donc le SIG, donc deux compétences qui n'ont pas forcément de lien, en dehors du fait que j'ai eu quelques bases en gestion de bases de données pendant mon cursus universitaire, mais pas plus de compétences à l'origine sur tout ce qui est urbanisme ou cartographie. Au niveau du matériel, donc, on a deux ordinateurs, un ordinateur de bureau avec une licence ArcMap 10, un ordinateur portable tactile avec une licence ArcPad et un GPS donc, qui fonctionne en Bluetooth, un peu comme la solution qu'on nous a montré tout à l'heure sur la tablette. Un appareil photo numérique avec un GPS intégré. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui maîtrisent l'utilisation de photos géoréférencées, on est preneur parce qu'on ne maîtrise pas trop.
et un traceur A0, A1. À savoir qu'on a choisi des solutions ArcMap de chez Esri, principalement puisque nos principaux partenaires utilisaient ce logiciel. On verra par la suite qu'on va être amené peut-être à utiliser en parallèle un peu de logiciels gratuits, QGIS. Voilà, puisqu'on a une petite commune et les solutions Esri sont à un certain coût. Donc nos principaux partenaires, donc pour la fourniture de données ou aussi pour tout ce qui est aide technique, donc l'AGLO, en particulier, donc, je suis souvent en contact avec Frédéric Carvalet, on est adhérent Sigalaire, et InfoConcept, donc pareil, pour une assistance technique. Voilà. Au niveau des couches d'information qu'on a créées localement, donc pas les couches d'infos récupérées, donc on a fait le plan d'occupation des sols, le PLU également. On a créé notre propre couche voirie. On n'a pas forcément trouvé dans les couches existantes quelque chose qui nous convenait. Il y avait pas mal d'oublis, d'erreurs, donc sur une petite commune comme le Soleil, on s'est permis de tout recréer. Donc voirie, type de voirie, sens de circulation, revêtement, toutes ces infos. Après des infos plus spécifiques aux services techniques comme les zones de nettoyage, les parkings, le nombre de places handicapées, ce genre de choses. Les équipements publics, tout ce qui est bâtiments, écoles, crèches. Les espaces verts, pour l'instant juste un référencement des différentes zones d'espaces verts. On a référencé aussi tout ce qui était un canal d'irrigation et pluvial, à savoir que donc, sur notre commune, anciennement il y avait pas mal de canaux d'irrigation pour l'agriculture qui se sont retrouvés abandonnés. Une personne détenait toute l'info de ces canaux. Cette personne allait partir à la retraite. On n'avait absolument aucune trace papier de cette connaissance. Donc on a tout numérisé, les canaux, les vannes, les obstacles, tout ce genre d'infos pour pouvoir, en cas de crue ou de problème, connaître le cheminement de l'eau sur le territoire de la commune. Également une couche cabanisation et habitation sauvage. Donc, suite à un constat